Bonjour, chers bénévoles de Albatros Montérégie, bien sûr, mais aussi chers bénévoles d'un peu partout. Dans les quelques minutes qui vont suivre, nous allons avoir une conversation autour de certains moments que l'on rencontre en fin de vie. Vous, comme moi, bénévole, vous êtes devenu bénévole parce que vous avez été quelque part sensibilisé au fait qu'en fin de vie, il y a des moments importants qui se passent. Ces moments importants suivent le mouvement intérieur de ceux que l'on va accompagner, qui se posent des questions, qui voient que cette vie va se terminer. Et cela soulève un torrent de questions souvent très profondes. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je réussi ma vie? Et d'autres domaines de questions qui sont des questions importantes. Et le bénévole que nous sommes s'approche de notre compagnie avec deux outils. Le premier outil, c'est notre présence humaine. Puis le deuxième outil, c'est l'écoute. C'est la narrativité, on leur offre l'occasion de parler. Et quand, bénévoles, nous préparons à faire et à entrer dans cette aide un peu mystérieuse, je crois, pour ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, bien, nous accompagnons l'accompagné qui est avec nous. Nous ne choisissons pas ces accompagnés-là en fonction de leurs problèmes. Ils sont tous des personnes qui sont en train de vivre ce moment spécial de la fin de la vie. Et certains des bénévoles que je côtoie me parlent et me disent « Qu'est-ce qui se passe si mon accompagné a demandé de l'aide médicale à mourir ?» Au fond, c'est une bonne question. C'est une question valable. Et nous accompagnons les personnes que nous accompagnons, quelle que soit leur décision de fin de vie. Mais ces décisions-là peuvent avoir un impact sur la relation avec lui. Alors nous avons décidé ce matin de vous présenter une situation qui est un peu une anecdote, une situation qui pourrait être différente dans d'autres contextes, mais qui est réelle et qui vient nous éclairer un peu sur l'expérience d'un bénévole qui est confronté à cette décision-là. Et je voudrais pour ce faire vous présenter François Brault, qui est bénévole à Albatros en Montérégie et qui a eu l'occasion de côtoyer cette expérience. Bonjour François. Bonjour. Alors, je comprends que tu accompagnais quelqu'un à la maison et dans le cours de cet accompagnement, il est arrivé que tu regardais de plus près un peu ce qui se passe avec l'aide médicale à mourir. Ouais. Peux-tu nous raconter ça? Oui, en fait, il y a à peu près plusieurs mois déjà, j'avais accompagné quelqu'un, un homme, 86 ans, et c'était chez lui au départ pendant 5 mois. Après ça, il y a eu une place qui s'est libérée en soins palliatifs, en unité de soins palliatifs. Il s'est rendu finalement en soins palliatifs parce qu'il était très souffrant à la maison, puisqu'il prenait une médication par voie orale seulement. Et souvent, il refusait de prendre sa médication pour une raison que j'ignore. Alors là, il s'est rendu en soins palliatifs, donc je l'ai accompagné à ce moment-là plus d'une fois par semaine. Je dirais entre 2 et 3 fois par semaine que j'allais le visiter. Et à travers tout ça, lui s'était lié d'amitié avec une dame qui était aussi en soins palliatifs et avec un cancer en phase terminale, d'ailleurs comme lui. Et j'ai finalement côtoyé cette dame-là en même temps que la personne que j'accompagnais. Parce qu'ils étaient souvent ensemble, ils s'étaient liés d'une profonde amitié, semble-t-il, et ils étaient toujours ensemble. Donc, à toutes les fois que j'y allais, c'était l'été, donc on était à l'extérieur, ils fumaient leurs cigarettes, etc. Donc, j'ai pu apprendre à connaître cette personne-là pendant à peu près 2 mois. Peut-être 2 mois et demi. Et là, la personne que j'accompagnais avait fait la demande d'aide médicale à mourir.
mais il était très, très, très hésitant. Il ne savait pas s'il devait aller jusqu'au bout ou d'attendre. Les raisons qu'il évoquait, en fait, c'était pour ses proches. Il ne voulait pas les laisser tout seuls, puisqu'il s'était occupé d'eux autres pendant toute sa vie, donc il avait peur de les laisser seuls. Et en même temps, il hésitait pour lui-même, parce qu'il n'était pas certain de sa décision. Alors, il m'en parlait. Je l'écoutais. Je n'ai pas conseillé quoi que ce soit. Et là, la dame, qui avait elle-même m'a annoncé, en fait, elle-même aussi qu'elle avait fait la demande d'aide médicale à mourir. Et une journée que j'étais là, la dame m'a dit, c'est ma dernière journée sur Terre. Et dit, oh, OK. Donc, j'ai compris que c'était la journée, c'était le lendemain. Alors, ce sera le lendemain à 10 heures. Je viendrai vous saluer avant que vous partiez. Et je suis parti. Donc, le lendemain, je me suis dépêché pour arriver là à temps, puis pour la saluer avant de partir, avant qu'elle parte. Et là, fumait sa dernière cigarette. C'était assez étrange, je te dirais, comme sensation, puisqu'elle a regardé sa montre à un moment donné, puis elle a dit, c'est ma dernière cigarette. Maintenant, il est 10h moins 10. Elle a dit à son fils qui était présent, c'est l'heure, je dois y aller. Et là, j'ai dit, oh, OK. Donc, c'était la première fois de ma vie que j'assistais à ça. Comme pompier, j'ai eu affaire, oui, à des décès. J'ai eu à voir aussi des gens qui étaient vraiment décédés, mais de cette façon-là, jamais. Alors, j'ai dit, OK. Alors, elle dit, si tu veux venir, elle dit, c'est le bienvenu. Elle a demandé à monsieur, qui était son ami aussi, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Et à sa sœur, la sœur de monsieur qui était là aussi, et tous les deux ont refusé parce qu'ils ne se sentaient pas capables d'assister à ça. Alors, j'étais avec son fils, et son fils était dans tous ses états, et il était une tristesse infinie parce que là, il accompagne sa mère sur son lit de mort, en fait, donc, qui a choisi l'heure. Et là, c'est rendu dans sa chambre. Donc, le médecin était déjà là. Et moi, j'ai hésité beaucoup avant de dire oui, parce que je me sentais pas particulièrement à l'aise avec le fait d'assister à ça. Non pas que je suis contre ou que je suis pour, je ne savais pas. Alors, j'ai décidé quand même d'y aller parce que son fils était vraiment seul avec elle et je voyais qu'il était en détresse. Donc, j'ai dit, je vais rester avec lui, mais à l'écart, dans la chambre, donc sur le bord de la porte, pour être là. Et là, c'est ça. Donc, le médecin était là. Ce qui m'a surpris un peu, c'est qu'il était tout sourire, le médecin. Et ça m'a étonné un peu, mais je dis, c'est peut-être comme ça que ça se passe. Je ne savais pas. En fait, donc, je suis resté à l'écart. Il y a certains préposés bénéficiaires qui sont venus la saluer, qui l'ont serré dans leurs bras. Et puis, alors la dame s'est couchée sur son lit, en paix. Son fils qui était à côté, il était tout dans tous ses états aussi. Ça ne doit pas être facile. Là. Il avait seulement 47 ans, le jeune. En tout cas, moi, je trouve que c'est jeune. Donc, elle a eu sa première injection pour la détendre, comme il disait. Donc, elle s'est détendue. Et après ça, on lui a expliqué, voici maintenant la deuxième injection. Ça va être pour vous endormir. Alors, la première injection a été donnée. Moi, j'étais toujours à l'écart. Une fois que ça s'était fait, je dirais que c'est la marche vers la chambre que j'ai trouvé difficile. Parce que c'est comme un peu... Peut-être que l'exemple est grossier, là, mais c'est un peu comme le condamné à mort qui est dans le Death Row, qui s'en va dans sa dernière marche là, vers l'exécution. Il y a quelque chose d'irréversible là. Exactement. Donc, je trouvais ça très particulier. Mais une fois que la dame était couchée et endormie, parce que la deuxième injection, c'était pour l'endormir. Avant la deuxième injection, oui. Est-ce qu'elle a dit au revoir à son fils? Oui, c'est vrai, j'oubliais. Oui, elle a dit à son fils, écoute, mon fils, c'était un cadeau pour moi dans ma vie. Je te remercie d'avoir été là, etc. Et c'était très, très émouvant. Mais lui, il pleurait, son fils, comprends-tu? Puis là, il lui tenait la main, etc. Puis là, la première injection, elle s'est détendue. La deuxième injection, elle s'est endormie. Et elle est décédée. Donc, elle a rendu son dernier souffle. Puis, le médecin a dit, elle est partie. Le fils a dit, c'est parce que je sens encore son pouls. Oui, mais il dit, c'est terminé, elle est partie. Le cœur peut battre encore quelques minutes, semble-t-il. Bon. Alors, ils ont complété quand même le protocole pour s'assurer que tout était bien fait et je suis sorti. En même temps que son fils, qui est sorti après moi et qui est venu me remercier d'être resté avec lui.
parce qu'il était vraiment, vraiment seul. Là. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'autres familles, il n'y a rien. Donc, Le geste ne t'a pas paru traumatique? non, Le geste pas, lui-même t'a paru en fait, le geste lui-même, je trouvais ça très particulier. Peut-être pas traumatisant, mais très, très particulier. Parce que j'avais l'impression qu'il manquait un petit bout dans sa vie. Hein? Mais je ne veux pas juger quoi que ce soit. Mais mon père lui-même a bénéficié de la sédation palliative. Donc, je savais qu'il y avait autre chose qui existait, tu sais, pour alléger ses souffrances. Puis que le corps faisait son travail à la fin, hein, dans son sommeil. Bon. Et puis, ce qui nous avait été expliqué par le médecin en soins palliatifs. Donc, je suis sorti. Et puis, le fils est venu me remercier, encore je me répète, là, mais il est venu me remercier d'avoir été là. Puis, moi, j'étais comme un peu soulagé, honnêtement, à la fin, parce que je trouvais que la partie la plus stressante, la plus intimidante, si on veut, ou la plus étrange pour moi, c'était la marche. OK, là, c'est l'heure. On y va. Wow! Mais c'est pas un jugement, mais c'était très... D'accord. Oui. Est-ce que tu dirais que cette expérience-là, c'était un traumatisme pour toi? Je dirais pas que c'est un traumatisme, mais j'y repense. Ça m'a fait réfléchir à ça, puis... Tu vois des aspects que tu n'aurais pas vus ou tu n'aurais pas pensé sans l'avoir vécu? On en parle. On en parle dans les médias, on en parle dans la formation un petit peu, mais d'être sur place, c'est quelque chose. Moi, c'est pas traumatisant, mais c'était dérangeant, je dirais. Ouais, dérangeant. Si vous permettez, cher bénévole, je vais remarquer quelques aspects de ce qui vient d'être dit. Premier aspect, remarques que ces deux personnes ont demandé l'aide médicale à mourir. Une n'a pas voulu aller jusqu'au bout, l'autre a voulu aller jusqu'au bout, et il y a une espèce d'ambivalence dans la décision. On sent que le premier veut pas, veut pas, puis finalement veut pas. On sent beaucoup moins l'ambivalence chez la madame. Elle a pris sa décision, elle y a pensé longuement, elle est à l'aise avec cette décision-là. Oui, c'est qu'à suite, ce qu'on m'a dit, c'est que suite, elle a eu une crise à un moment donné, 2 ou 3 jours avant que la journée de son décès arrive. Elle a eu une crise, comme elle a eu des tremblements excessifs, donc c'était incontrôlable. Elle a dit là, c'est assez, j'ai fini, c'est fini. Donc c'est ce que j'ai appris. C'est pas d'elle-même c'est pas elle-même qui me l'a dit, mais c'est quand même ce que j'ai appris, ouais. Toi, tu étais le bénévole principal de monsieur. Ouais. Et puis, tu es devenu un peu bénévole par la bande de madame parce qu'il était souvent avec lui. Ouais. Et donc, tu as eu des interactions avec lui sans qu'elle soit une accompagnée au premier titre pour toi. Tu l'as quand même accompagnée, effectivement, par la suite naturelle des choses. Est-ce que tu as l'impression que madame t'a invité à être avec sa famille et elle dans ce moment-là parce que son fils était là? Ah, ça c'est une bonne question. Oui, son fils, ça a de l'importance, mais j'ai l'impression aussi, avec le recul, que pour elle, c'était de nous inviter parce que pour elle, ça me semblait être une célébration de sa fin de vie, de la célébration de la fin de ses souffrances, hein, et qu'elle nous a demandé tout simplement si on voulait l'accompagner. Donc, tu n'es pas sûr que ce soit pour protéger le fils? Je crois pas, mais moi, je pourrais pas répondre par l'affirmative parce qu'elle me l'a pas dit clairement. Sauf que moi, personnellement, je voyais que le fils était en détresse, puis j'ai dit je vais rester pour lui aussi, là, parce que c'était quelque chose de le voir. Là, il était une tristesse infinie. Là. Ouais. Voilà une situation intéressante. On va reparler un peu. On va parler un petit peu de cette présence ou non d'un bénévole au moment du geste lorsque quelqu'un a demandé l'aide médicale à mourir. Mais avant, je pense que vous réalisez que ce n'est pas une décision simple
Et nos décisions simples dans la vie, souvent, on n'est pas absolument certain si on veut aller à gauche ou à droite. Alors que nous soyons un petit peu ambivalents là-dessus, c'est un peu normal. Si vous accompagnez quelqu'un, surtout en soins palliatifs, dans une unité de soins palliatifs ou une maison de soins palliatifs, les soignants ne vous disent pas si la personne que vous accompagnez ont choisi ou pas l'aide médicale à mourir. Et donc, nous accompagnons des gens indépendamment du type de décision qu'ils ont pris. Et pourtant, cette décision peut avoir un impact sur notre accompagnement. Pourquoi? Quelqu'un qui, comme madame, ou comme d'autres personnes, ont pris une décision de longue date. Ils ont pensé pendant quelques semaines, quelquefois quelques mois, ont échangé avec leur famille, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, sur le bien fondé de cette décision, pourquoi ils le faisaient. Ces gens-là ont une espèce de mûri. Cette décision-là est devenue mûre. Et quand l'accompagnant qui accompagne cette personne-là l'accompagne, il n'accompagne pas quelqu'un qui se pose plein de questions. Ceci est vrai quand c'est le malade qui a fait une demande d'aide médicale à mourir. Aujourd'hui, on voit assez souvent des gens qui n'ont pas fait une demande, mais qui on le propose. L'équipe médicale dit « Ma boîte à outils est vide. Je peux vous proposer des soins palliatifs. Je peux vous proposer l'aide médicale à mourir. » Et quelquefois, le malade dit « C'est très bien, je vais prendre l'aide médicale à mourir. » Mais lui, il n'a pas eu quelques mois pour y penser. Il se trouve brutalement avoir accepté, quelquefois même sans avoir eu le temps de beaucoup en parler à sa famille, à cette procédure qu'il trouve maintenant étant appropriée pour lui. L'ambivalence est encore là, puis il est encore bien plus là, parce qu'il n'y a pas eu un mois de réflexion et un mois de partage avec les siens. Donc, nous allons avoir des gens que nous accompagnons, qui sont accompagnés, qui sont pénétrés de cette ambivalence, plein de questions, et qui vont vous demander, s'ils vous le confient, je vais avoir l'aide médicale à mourir, je suis en train d'y penser constamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais? En fait, ça m'est arrivé avec la personne que j'accompagnais, parce qu'il m'en a parlé. Et puis, sa première crainte, c'était de partir en soins palliatifs, parce qu'il avait peur de se retrouver seul. Après ça, il m'en a parlé, il dit oui, j'ai fait la demande finalement de... C'est surtout sa sœur qui m'informait beaucoup. Et sa sœur, probablement, mettait un petit peu de pression. Parce qu'elle lui disait souvent quand j'étais présent, tu sais, c'est toi qui as fait ton choix, c'est toi qui as décidé, là, c'est à toi de décider de la journée. Alors que ses enfants, donc il y en a une qui acceptait pas le fait que son père était mourant, ou presque, puis qui s'encourageait, parce qu'une fois qu'il était rendu en soins palliatifs, il a remonté la pente, il s'est remis à manger, il s'est remis à... etc. Puis il y a une autre de ses filles qui était à l'extérieur. Elle était dans l'Ouest canadien, qui habitait là, puis elle dit, attends, je veux te voir avant. Donc, sa fille disait, là, je veux pas que tu le fasses tout de suite, parce que je veux te voir avant. Alors, monsieur était comme coincé un petit peu, hein, puis dont la fille qui acceptait mal, c'est une de ses filles, donc lui disait, je peux pas partir, parce qu'elle est là, puis elle veut pas. Puis l'autre, je peux pas partir, parce qu'elle est pas avec moi. Puis de l'autre côté, la sœur de monsieur qui disait, là, t'as fait ton choix, décide-toi, tu sais, ou à peu près, là, c'était pas dans ces mots exactement là, mais c'était ça que ça voulait dire, t'as fait ton choix, là, t'as choisi, t'as dit OK, t'as eu ton OK, tu sais. Alors, on voit clairement dans ce complément d'histoire que dans le fond, nous accompagnons aussi des proches, pas seulement le malade. Et ces proches peuvent se poser des questions sur le sens du geste que le malade a choisi. J'ai vu des gens qui entraient avec beaucoup d'ouverture et de générosité dans l'acceptation de ce que ce malade avait décidé. Et j'en ai vu d'autres qui se disaient « Papa ne nous aime pas assez pour rester avec nous ». Et d'autres dans lesquels le fils aîné était pour et la sœur cadette était contre.
Et là, il y avait un bris de communication entre les deux, parce que cela soulève évidemment un monde de questions individuelles pour celui qui part et pour ceux qui restent. Ouais. Mais pour revenir à votre question précédente, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je lui ai conseillé quoi que ce soit? Ou j'ai dit non, j'ai rien conseillé. Tout ce que je lui ai pu dire, écoutez, c'est ta décision, parce qu'il voulait que je le tutoie. Donc, c'est ta décision. Si tu te sens prêt, tu te sens prêt. Si t'es pas prêt, ben, c'était pas prêt, tout simplement. Il y a une espèce d'ambivalence, ben, attends. Parce qu'il voulait vivre encore. En effet, nous n'avons pas et nous ne pouvons pas donner des conseils à quelqu'un qui nous en demande, car nous ne sommes pas dans sa peau. Nous n'avons pas vécu sa vie. Nous ne connaissons pas ses problèmes. Nous ne connaissons pas ses blessures, ses difficultés. Nous n'avons pas participé à ce débat intérieur. Nous ne pouvons que l'aider à en parler. Et lui dire, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous voulez ça? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Qu'est-ce qui vous a fait décider ça? Et s'il ne veut pas en parler, il n'en parle pas et c'est son droit. Et nous n'avons pas de curiosité mal placée. Nous sommes là pour le laisser en parler s'il le souhaite. Et évidemment pas s'il ne le souhaite pas. Et quoi que ce malade décide, nous sommes là pour l'aider. Et cette aide, elle est très spéciale parce que sa première dimension, c'est seulement d'être avec lui. Qu'il ne soit pas seul, qu'il puisse continuer d'être lui-même. Et nous, humains, nous sommes des êtres de relation. Et donc, si on est là pour le voir et lui parler et de maintenir un contact, ça lui permet d'être lui-même. Et donc, ça l'aide dans son processus décisionnel, quel qu'il soit. Puis, le deuxième outil, comme on en parlait au début, c'est de l'écouter. Et l'écoutant, il peut rentrer à l'intérieur de son processus décisionnel. Mais je crois, chers amis bénévoles, je crois que le moment où un tel geste est posé, c'est un moment qui est privilégié pour la famille. Et nous, comme bénévoles, même si nous faisons partie de la famille de la fin de la vie, même si nous sommes devenus dans les derniers mois assez proches de cette famille, de ce malade, notre place n'est peut-être pas d'être là dans le moment ultime. Ceci n'est pas un impératif. Si on nous le demande nommément, je crois que nous avons une décision personnelle à prendre. Et dans le cas présent, cette décision personnelle que tu as prise d'être là m'a semblé très utile pour le fils. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Il me semblait qu'une mère attentionnée souhaitait que son fils ne soit pas seul dans un moment difficile à vivre. Toi, tu as accepté d'y être. C'est très bien. Mais de façon habituelle, si on ne nous demande pas, je pense que c'est pas vraiment notre place. Ça n'est pas une réalité blanc et noir. C'est une réalité dans laquelle il y a du gris. Et je crois que le gris que tu as choisi de répondre était approprié. Alors voilà, nous avons simplement regardé une anecdote ensemble. Constaté que les décisions des malades et des familles peuvent être, et l'état des familles peuvent être moins simples, moins clairs, moins évidents, moins 1 + 2 = 3, avec des allers-retours, avec des ambivalences et avec des demandes où on nous demande d'appuyer de notre propre personne. Un processus complexe, sachant qu'il peut nous faire poser des questions à nous aussi. Et que nous aussi, nous pouvons sortir de là avec des questions renouvelées, des inquiétudes renouvelées. Quelquefois, un processus qui va maturer avec le temps. C'est l'offre que nous faisons. Nous offrons à l'autre d'être avec lui, au risque de nos propres blessures. Mais nous sommes des adultes et nous savons que nous pouvons guérir.